Alors, on va faire l'exercice 10, là, pour commencer. Alors, vous avez l'énoncé sur votre écran. Alors, on a trois charges négatives. Alors, trois charges négatives Q1, Q2, Q3 disposées sur un même axe, de sorte que la distance qui sépare deux charges consécutives est D égale 10 cm. On supposera le potentiel nul à l'infini. Calculer l'énergie potentielle EP1 de la charge Q1. Calculer l'énergie interne du système des trois charges. On abandonne Q1 et on maintient Q2 et Q3 fixes. Quelle est l'énergie cinétique EC1 de Q1 quand elle arrive à l'infini? Calculer dans ce cas l'énergie potentielle EP2 de Q2. On abandonne ensuite Q2 et on maintient Q3 fixe. Quelle est l'énergie cinétique EC2 de Q2 quand elle arrive à l'infini? Et enfin, dernière question, comparer la somme des deux énergies cinétiques avec l'énergie interne du système et expliquer. Voilà. Alors, première question, calculer l'énergie potentielle de la charge Q1. Alors, la charge Q1, elle se trouve au point A. Donc, elle va être placée dans le potentiel à la fois de Q2 et de Q3. C'est-à-dire que vous avez vu en cours que l'énergie potentielle d'une charge Q qui se trouve à un potentiel V, c'est le produit QV. Donc, la charge Q1 se trouve au point A, eh bien, son énergie potentielle, ce sera le produit Q1 par le potentiel au point A. Alors, quel est le potentiel au point A? Eh bien, c'est le potentiel qui est donné par, d'une part, la charge Q2, d'autre part, la charge Q3. Alors, j'ai donc énergie potentielle de la charge Q1 égale Q1 multiplié par le potentiel au point A. Et ce potentiel au point A, principe de superposition, c'est la somme de V2 au point A et de V3 au point A. Alors, qu'est-ce que c'est que chacun de ces potentiels? Eh bien, le potentiel donné par la charge Q2, c'est KQ2 sur D. Et le potentiel donné par la charge Q3, c'est KQ3 sur la distance entre Q3 et le point A, c'est-à-dire 2 fois la distance D. Alors, si je multiplie par Q1 ce potentiel que je viens de calculer, eh bien, j'ai l'énergie potentielle de la charge Q1 qui est la somme des deux termes, KQ1, Q2 sur D, plus KQ1, Q3 sur 2 fois D. Voilà, donc vous avez l'application numérique. Voilà, c'est réglé pour l'énergie potentielle de la charge Q1. Maintenant, on va chercher l'énergie interne du système des trois charges. Alors, je vais vous rappeler. Alors, je vais vous rappeler ce que vous avez vu en cours. Si vous avez trois charges, alors une charge Q1, une charge Q2 et une charge Q3. D'accord? Alors, séparées par une distance, ici, je vais l'appeler R1, 2. Ici, cette distance, je vais l'appeler R2, 3. Et la troisième, eh bien, c'est la distance qui sépare la charge Q1 de la charge Q3. Eh bien, je l'appelle R1, 3. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme énergie interne du système de ces trois charges? Eh bien, c'est l'énergie qu'il faut pour assembler les deux charges Q1, Q2. Donc, c'est K, Q1, Q2 sur R2. Alors, je l'écris, hein, U, C, K, Q1, Q2 sur R12, plus, alors il faut assembler, on a d'abord assemblé Q1 avec Q2, on va assembler Q1 avec Q3, d'accord? Donc K, Q1, Q3 sur R13, et enfin, on assemble les deux charges Q2 et Q3 entre elles, donc K, Q2, Q3 sur R23. Voilà, R23. J'enlève ça d'ici. C'est bon? Alors, il se trouve que j'ai un cas particulier. J'ai mes trois charges qui sont alignées. Donc, ma distance R12, c'est D. Ma distance R13, c'est 2D. Ma distance R23, c'est D. D'accord? Et puis, alors, pour le moment, je ne remplace pas. J'écris juste le produit des charges. Donc, j'ai KQ1, Q2 sur D. Pardon, c'est plus bas. Donc, je vais avoir KQ1, Q2 sur D, plus KQ1, Q3 sur 2D, plus KQ2, Q3 sur D. Donc, je vais effacer ça pour pouvoir avancer. Voilà donc mon expression de l'énergie interne du système avec l'application numérique. Alors, troisième, est-ce que c'est bon jusque-là, vous suivez? Ça va? D'accord. Ok, très bien. Alors, troisième question. Alors, je vous rappelle que les trois charges étaient maintenues au point A, B et C, c'est-à-dire que j'ai un dispositif, quelque chose qui les empêche de se repousser. Je vous rappelle qu'elles sont toutes les trois négatives et que si on les avait juste posées comme ça au point A, B et C, eh bien elles se seraient repoussées, elles ne seraient pas restées chacune à l'un de ces trois points. Attendez, je n'ai pas eu le temps de lire la question. Alors, la charge Q1 n'a aucun effet sur le point A, non? Ben non, elle n'a pas d'effet sur elle-même. D'accord? Oui. Alors, on vous dit donc que les charges étaient maintenues au point Q1, Q2 et Q3 et que dans la troisième question, on abandonne la charge Q1, c'est-à-dire qu'on la lâche. Si on la lâche, si on la maintient pas, qu'est-ce qui fait? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'elle reste au point A? Eh bien, si elle est au point A sous l'action de quoi? Elle va être soumise à une force de répulsion de la part de Q2 et d'une force de répulsion de la part de Q3. Donc, il faut que quelque chose, un opérateur extérieur, exerce une force opposée à ces deux forces-là pour que la charge Q1 reste au point A. Donc, si on l'abandonne, ça veut dire que ce quelque chose qui devait la maintenir au point A est supprimé. D'accord? Par exemple, si c'était
quelqu'un qui tient la charge et qui la maintient au point A, et bien cette personne va lâcher la charge Q1. Donc, va la laisser, va l'abandonner, donc la laisser soumise à l'action des deux autres charges. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver si on la lâche ici? Eh bien, elle va être soumise à une force de répulsion exercée par Q2 et à la force de répulsion exercée par Q3. Alors, ces deux forces vont être orientées vers la gauche. Donc, la charge Q1 va partir. Elle va quitter le point A et elle va partir vers l'infini. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'énergie cinétique avec laquelle elle va arriver à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit que dans la mesure où cette charge Q1 est soumise à une force électrique, à deux forces électriques, et que les forces électriques sont des forces qui dérivent d'un potentiel, eh bien, je vais dire que son énergie totale se conserve. Donc, j'écris que son énergie totale, quand elle était au point A, est égale à son énergie totale quand elle arrive à l'infini. Alors, qu'est-ce que j'ai comme terme dans cette énergie totale? Eh bien, j'ai l'énergie potentielle électrique de la charge Q1 au point A, plus son énergie cinétique au point A, égale à l'énergie potentielle à l'infini, c'est l'énergie potentielle électrique, hein, plus son énergie cinétique à l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier dans ce bilan d'énergie? Eh bien, l'énergie cinétique au point A, eh bien, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'on a lâché la charge Q1, on l'a abandonnée. On ne lui a pas donné une vitesse initiale. Donc, on l'a laissée partir avec une vitesse nulle. Elle a été accélérée parce qu'elle est soumise à des forces électriques vers la gauche et donc elle va partir et au fur et à mesure qu'elle va avancer, eh bien, elle va prendre de la vitesse. Donc, son énergie cinétique initiale est nulle. D'un autre côté, on vous a dit dans l'énoncé que le potentiel à l'infini est égal à 0. Donc, ça veut dire que l'énergie potentielle à l'infini est égale à 0. Donc, dans cette équation, eh bien, j'ai ce terme-là et celui-là qui disparaissent. D'accord? Donc, il va me rester énergie potentielle au point A égale à l'énergie cinétique à l'infini. Alors, ce que je cherche, moi, c'est l'énergie cinétique à l'infini. Et cette énergie potentielle au point A, ben, il se trouve que c'est l'énergie qu'on a calculée tout à l'heure, dans la première question. D'accord? L'énergie potentielle de la charge Q1 quand elle se trouve au point A, eh bien, c'est l'énergie qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, voici l'énergie avec l'énergie cinétique avec laquelle elle arrive à l'infini. Alors, quatrième question. Calculer dans ce cas l'énergie potentielle EP2 de Q2. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, j'ai ce qui va me rester ici. Alors, au point A, eh bien, au point A, il n'y a plus rien. Au point B, bon. Alors, au point A, je n'ai rien du tout, puisque la charge B est partie. Au point B, j'ai la charge Q2. Et au point C, j'ai la charge Q3. D'accord? Et puis ici, rien du tout, puisque la charge Q1 est partie quelque part à l'infini. Voici la charge Q1. Elle n'a plus aucune influence sur les autres charges. Alors, la question qu'on vous pose ici, c'est
calculer dans ce cas l'énergie potentielle EP2 de la charge Q2. Alors, qu'est-ce que ça va être que l'énergie potentielle de la charge Q2? Eh bien, on va l'appeler EP2. Eh bien, c'est le produit de la charge par le potentiel qu'il y a à l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire le potentiel au point B. Alors, quelles sont les charges qui ont produit ce potentiel au point B? Eh bien, la charge Q1 ne donne pas de potentiel au point B parce qu'elle est trop loin, d'accord? Je vous rappelle que le potentiel qui est créé par une charge ponctuelle, c'est KQ sur R. Et si Q1 se trouve à l'infini, eh bien KQ sur R est égal à 0. Donc, elle ne donne pas de potentiel ici. Elle ne donne pas, pardon, de potentiel au point B. Donc, il n'y a que la charge Q3 qui va donner un potentiel au point B. Donc, je vais dire que c'est Q2 multiplié par, quel est le potentiel que donne la charge Q3 au point B? Eh bien, c'est K Q3 sur la distance entre la charge Q3 et le point B, c'est-à-dire petit d. Voilà. Donc, l'énergie potentielle de la charge Q2, une fois que la charge Q1 est partie, eh bien, c'est K Q2 Q3 sur D. Voilà, Q2, Q3 sur D, alors avec l'application numérique évidemment. Alors, cinquièmement, on abandonne la charge Q2 et on maintient Q3 fixe. Quelle est l'énergie cinétique EC2 de Q2 quand elle arrive à l'infini? Donc, ça va être la même situation que tout à l'heure. Si on lâche la charge Q2, si on ne fait plus en sorte de la maintenir au point B, eh bien, elle va être repoussée par la charge Q3, elle va être soumise à une force de répulsion électrique. Or, la force électrique est une force conservative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que l'énergie totale de la charge Q2 est conservée. Donc, énergie totale initiale, c'est quand elle est au point B, égale à l'énergie totale finale, c'est quand elle est à l'infini. Alors, en détail, énergie totale, c'est énergie potentielle plus énergie cinétique. Pareil que tout à l'heure, on a juste libéré la charge Q2, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné une vitesse, on l'a juste lâchée. Donc, on l'a lâchée, elle avait une vitesse nulle au départ. Et elle est partie vers la gauche sous l'action de la force de répulsion exercée par Q3. Donc, j'ai ce terme-là qui est nul et j'ai ce terme-là qui est nul parce qu'on vous dit que le potentiel à l'infini est égal à 0. Donc, l'énergie potentielle de la charge Q2 quand elle arrive à l'infini, c'est le produit de Q2 par le potentiel à l'infini, donc c'est 0. Alors, il ne me reste plus, j'ai supprimé ce terme-là et celui-là. Donc, il me reste l'énergie cinétique de la charge Q2 à l'infini égale à son énergie potentielle quand elle était au point B. Voilà. Alors, cette énergie potentielle qu'on a calculée à la question 4. Hein. Alors, dernière question. On vous dit de comparer. Alors, de comparer la somme de ces énergies potentielles. Alors, on a trouvé une première énergie cinétique à l'infini. C'était l'énergie cinétique de la charge Q1 quand elle arrive à l'infini. On a trouvé 45, 10 moins 6.
l'énergie cinétique de la charge Q2, quand elle arrive à l'infini, on a trouvé 27, 10 moins 6. Et quand on fait la somme des deux, eh bien, ça nous donne 72, 10 moins 6, qui se trouve être la valeur de l'énergie interne. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que je trouve que la somme des énergies potentielles à l'infini, les deux charges Q1 et Q2, c'est l'énergie interne du système? Eh bien, c'est parce que l'énergie interne d'un système, c'est l'énergie qu'on récupère quand les charges s'éloignent les unes des autres sous l'action des forces de répulsion. C'est-à-dire, c'est l'énergie qui est stockée dans ce système, c'est de l'énergie qui va être transformée en énergie cinétique quand le système se défait, c'est-à-dire quand il n'y a plus de système. Donc, chacune des charges est partie de son côté, il n'y a plus de système. Eh bien, l'énergie qui était stockée dans ce système, c'est l'énergie qui leur a permis de s'éloigner les unes des autres. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir au calcul de champ produit par des distributions continues. Alors, je vous avais dit qu'on y reviendrait. Alors, on ne fera pas l'exercice 5 parce que normalement, vous l'avez fait en cours. Est-ce que c'est le cas? Vous avez fait la spire circulaire? Vous pouvez me répondre? Est-ce que vous avez fait la spire circulaire en cours? Alors, la spire, une boucle circulaire, une spire. Est-ce que vous avez fait ce calcul de champ? Alors, regardez vos documents et dites-moi si ça a été traité ou pas. Bon, écoutez, vous me le direz la prochaine fois. Non, c'est pas une surface. Non, non, non. Ah oui, d'accord. Vous avez fait le calcul pour un... Vous n'avez pas fait pour un fil. D'accord? Un fil... ici, c'est pas un disque, hein, c'est juste un fil qui est refermé pour former une boucle circulaire. D'accord. Alors, bon, ben, je sais pas. Je vous donne le choix entre traiter l'exercice 7 ou l'exercice 5. Moi, dans la section où je fais cours, je traite ça en cours, mais on peut regarder ça. Je vais partager le document et on fait ça. Si vous êtes sûr de ne pas avoir fait la boucle, hein. Bon, alors.
Bon, alors je l'ai. On cadre d'abord notre énoncé. Donc, une boucle circulaire de centre O et de rayon grand R porte une charge Q positive répartie uniformément. Déterminer l'expression du champ électrique E de Z le long de l'axe Z' au Z perpendiculaire au plan de la boucle. Donner l'expression du potentiel électrique V de Z en utilisant le calcul direct et en petit b, l'expression du champ E de Z, c'est-à-dire en utilisant la relation entre le champ et le potentiel. Alors, on y va. Alors, d'abord, qu'est-ce qui se passe si on a la charge qui est répartie sur une longueur? Alors, vous avez vu en cours que si vous avez de la charge qui est répartie sur une surface, vous devez décomposer votre surface en surface élémentaire, calculer le champ produit par chacune des surfaces élémentaires et faire ensuite la somme de tous ces champs. Et bien ici, si la charge est répartie sur une longueur, bon, j'ai pris un fil qui a une forme quelconque, mais un fil qui porte de la charge sur toute sa longueur, eh bien, pour faire le calcul du champ en un point M, j'ai décomposé, j'ai divisé mon fil en petits éléments de longueur dl. Chaque petit morceau est suffisamment petit pour être considéré comme une charge ponctuelle et donc je vais pouvoir écrire le champ qui est donné par ce petit morceau de fil au point M, dE, et bien ça sera K, dQ, dQ étant la charge portée par le petit morceau de fil de longueur dl, donc K dQ sur R carré multiplié par le vecteur unitaire U. Donc j'ai dE, c'est juste le champ qui est donné par ce petit morceau. Donc si je considère tous les morceaux, il va falloir que je fasse la somme de tous les champs dE. Alors évidemment, au moment de faire la somme, eh bien ici, comme il s'agit il ne s'agit pas de charge ponctuelle, c'est une distribution continue. Donc, pour faire la somme de tous les DE, je vais devoir calculer une intégrale qui sera l'intégrale sur tous les DE. Et c'est une intégrale qui sera une opération vectorielle. Donc, ça veut dire que je vais décomposer et calculer, je vais décomposer DE en DEX, DEY, DEZ. Et ensuite, ça me permettra d'avoir EX qui sera la somme. Je vais écrire ça. Hein. J'aurai EX. Donc EX qui sera la somme de toutes les composantes DEX. EY qui sera la somme de toutes les composantes DEY. Et EZ qui sera la somme de toutes les composantes des EZ. D'accord? Imaginons ici, si je suis dans le plan, eh bien, DE va avoir une composante DEX et une composante, je vais dire, un axe vertical DEZ, par exemple. Hein, et je considère que je n'ai pas de composante ici, de composante suivant l'axe Y. Voilà, donc dans le cas général, si j'ai les trois composantes du vecteur DE, eh bien j'aurai trois intégrales à calculer. Alors évidemment, pour ne pas avoir trois intégrales à calculer systématiquement, eh bien on cherche toujours, avant de faire les calculs, on cherche est-ce qu'il y a une symétrie qui va me permettre de dire telle composante
est égal à 0, donc je n'ai pas besoin de la calculer. Alors, c'est ce qu'on va faire ici pour l'aspire. C'est qu'on va rechercher les symétries pour pouvoir deviner quelle est la direction du champ. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symétrie? Donc, je vous rappelle que votre axe OZ, il est perpendiculaire au plan de l'aspire. Alors, mon point M est ici. Je prends un petit morceau de l'aspire de longueur DL et je regarde le champ qui va donner au point M. Alors, si DL est suffisamment petit pour être considéré comme une charge ponctuelle, eh bien, je vais pouvoir dire que le champ produit par DL, c'est DE. Et le champ, alors, puisque c'est une spire circulaire, eh bien, pour chaque petit élément DL, je peux lui associer un symétrique DL'. Alors, qu'est-ce qui va donner ce symétrique? Alors, regardez bien, tout est parfaitement symétrique. J'ai cette distance qui est égale à celle-là. J'ai cet angle qui est égal à celui-là. Et j'ai la charge portée par DL qui est égale à la charge portée par DL'. Donc, les champs DE et DE' sont symétriques, ils ont le même module et ils ont alors des composantes horizontales qui sont opposées et des composantes verticales qui sont égales. D'accord? Conclusion. Eh bien, ça veut dire que si je prends des petits bouts de spire 2 par 2, symétriques 2 par 2, eh bien, à chaque fois, j'aurai les composantes horizontales qui vont s'annuler 2 par 2 et j'aurai les composantes verticales qui vont s'additionner 2 par 2. Donc, au total, eh bien, je pourrais dire que le champ, il aura la direction de l'axe Z, puisque ça sera la somme de toutes les composantes DEZ. Alors, je vous ai fait une vue de dessus ici. Ma spire, elle est dans un plan X, Y, donc voilà la spire circulaire. Et l'axe Z, eh bien, ici, il sort de l'écran, il sort vers vous. C'est bon? Voilà, donc le champ total est porté par l'axe OZ, c'est-à-dire que le vecteur E, c'est uniquement sa composante EZ. Donc, il suffit que je trouve la composante DEZ de ce petit champ DE et je pourrai l'intégrer ensuite pour avoir le champ total. Alors, voici les composantes, donc voici le champ DE produit par ce petit morceau de fil. Ces deux composantes, la composante horizontale et la composante verticale. Et moi, je n'ai besoin que de la composante verticale. Donc, qu'est-ce que c'est que DEZ? Eh bien, si vous regardez ce triangle rectangle, DE, c'est l'hypoténuse, DEZ, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Donc, DEZ, c'est DE cosinus θ. C'est bon? Et DE, alors le champ produit par ce petit morceau de fil DE, eh bien, si DL est suffisamment petit pour que je puisse le considérer comme une charge ponctuelle, eh bien, le champ DE va s'écrire comme le champ produit par une charge ponctuelle dQ, c'est-à-dire K dQ sur R carré, c'est-à-dire K lambda L, lambda étant la densité de charge, la densité linéique de charge, lambda, c'est dQ sur dL. C'est en coulomb par mètre, c'est-à-dire que c'est la quantité de charge par unité de longueur.
Donc, dq, si je pars de cette définition, eh bien, je vais pouvoir dire que dq, donc j'ai dq égale à lambda dl, d'accord? Puisque lambda, c'est dq sur dl. Donc, j'ai remplacé ici dq par lambda dl. Alors, j'ai la distance r et j'ai dl. Alors, je vais tout écrire. Et puis, j'ai en plus l'angle θ. D'accord? Donc, dans DE, j'ai dl, j'ai r carré. Et dans DEZ, j'ai DE cosinus θ. Donc, j'ai trois façons de repérer mon point N. Donc, j'ai l'angle θ qui est ici. D'accord? J'ai cette distance R et j'ai dl qui est la petite longueur que j'ai pris sur la spire pour calculer mon champ. Alors, je vais tout écrire en fonction de Z. D'accord? Alors, dl, alors j'ai cosinus θ. Donc, j'ai besoin déjà du cosinus θ. Cosinus θ dans ce triangle rectangle, c'est Z sur R. D'accord? Alors, c'est Z sur... Alors, j'ai dit que j'écrirais tout en fonction de Z. Donc, je regarde ce triangle rectangle. J'ai R qui est l'hypoténuse et Z et R qui sont les deux côtés de l'angle droit. Eh bien, ça veut dire que R carré, d'accord? Théorème du Pythagore. R carré égale Z carré plus grand R carré. Donc, j'écris que c'est la racine carrée de grand R carré plus Z carré. C'est un 2 ici. Hein. Voilà. Alors, le R carré, ben, on vient de le voir. Le R carré, c'est grand R carré plus Z carré. Ce qui fait que dans mon expression ici, eh bien, DE, ça sera K lambda DL sur R2 plus Z2. Et quand je multiplie par cosinus θ pour avoir DEZ, eh bien, je multiplie par Z sur racine de R carré plus Z carré. Alors, voici le résultat. Donc, DEZ, alors tout ça, c'est DE. D'accord? Et cette quantité-là, c'est cosinus θ. C'est bon? Voilà, alors on regroupe, j'ai le terme R2 plus Z2 à la puissance 1 multiplié par la même chose à la puissance 1 demi, donc ça fait à la puissance 3 demi. Au numérateur, j'ai KZ lambda DL. D'accord? Et je vais intégrer ça de manière à avoir la somme de toutes les composantes des EZ en faisant tout le tour de ma spire, c'est-à-dire que ma variable ici, eh bien, ça sera DL. Il faudra que j'intègre DL. Il faut que je fasse la somme de toutes les petites longueurs pour faire la longueur totale de la spire qui est le périmètre du cercle, c'est-à-dire 2πr. Donc, j'ai
j'ai kz lambda 2 pi r sur R2 plus Z2 à la puissance 3 demi. Alors, on peut remplacer tout ça par la charge totale, d'accord? C'est lambda multiplié par la longueur totale, et la longueur totale, c'est 2 pi r. Donc, j'écris que E, c'est EZ égale à KQZ sur R2 plus Z2 à la puissance 3 demi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, de particulier dans cette... c'est une mesure algébrique, hein, E. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mesure algébrique? Eh bien, c'est qu'elle dépend. Le dénominateur est toujours positif. Donc, le signe de E va dépendre du signe du produit QZ. Alors, si la charge est positive, comme c'est le cas dans l'exercice, eh bien, le champ, si Q est positif, le champ va être positif si Z est positif et négatif si Z est négatif. C'est-à-dire que vous allez avoir le champ qui sera dans le sens positif pour Z positif et dans le sens négatif pour Z négatif. Maintenant, si la charge avait été négative, eh bien, les choses auraient été inversées puisque il faut regarder le signe du produit QZ. Donc, pour que ce soit, si Q est négatif, pour que le produit soit positif, il faut que Z soit négatif. Et pour qu'il soit négatif, il faut que Z soit positif. Donc, ça inverse le sens du champ électrique. Ça va? Alors, on passe maintenant à la deuxième question qui est le calcul du potentiel. Alors, il y a deux façons, vous avez vu ça en cours. Il y a deux façons de calculer le potentiel. Soit on fait le calcul direct, c'est-à-dire qu'on prend un petit morceau de la spire, on calcule le potentiel qu'elle donne et ensuite on fait la somme de tous ces potentiels, tous ces petits potentiels dV. Soit on utilise la relation entre le champ et le potentiel. Alors, le calcul direct. Donc, un petit morceau de spire qui porte une charge, la petite partie de la charge totale qu'on va appeler dQ, eh bien, ce sera K dQ sur R. R, eh bien, on va utiliser ce qu'on a écrit tout à l'heure. R, on a dit que c'était la racine carrée de grand R carré plus Z carré, le rayon de la spire au carré plus la coordonnée du point M sur l'axe Z au carré. Alors, tout ça est constant, donc pour avoir le potentiel total, on intègre uniquement dQ. Et quand on fait la somme de toutes les charges qui sont portées par la spire, eh bien, j'ai la charge totale de la spire. Donc, j'ai KQ sur racine carrée de R carré plus Z carré. Alors, plus une constante d'intégration parce que je n'ai pas de borne à mon intégrale. Alors, on peut choisir une origine pour le potentiel. Généralement, on met le potentiel nul à l'infini. Eh bien, si le potentiel est nul à l'infini, je vais avoir, j'écris ici mon expression. Alors, j'écris que le potentiel est nul. Donc, j'écris que si Z tend vers l'infini, cette quantité-là tend vers 0. Plus la constante égale à 0. Donc, ça veut dire que la constante est nulle. Donc, V égale à KQ sur racine de R carré plus Z carré. Alors, ça, c'était la première méthode de calcul, qui est le calcul direct. Alors, maintenant, deuxième méthode de calcul, c'est de partir du résultat qu'on a eu pour le champ électrique, partir de cette expression-là, et en déduire le potentiel.
Alors, on écrit donc, alors je vous rappelle ce que c'est que le gradient. Alors, quand vous écrivez que E égale à moins gradient de V, c'est équivalent à 3 équations. Première équation, EX égale à moins dV sur dx. Deuxième équation, EY égale à moins dV Bon, la connexion est très contrariante aujourd'hui. On va faire avec, hein. On va recommencer. Donc, EX égale à moins dV sur dx. La composante EY, c'est moins la dérivée partielle de V par rapport à Y. Et la composante EZ, c'est moins la dérivée de V par rapport à Z. D'accord? Or, on a trouvé un champ qui n'a pas de composante EX et qui n'a pas de composante EY. D'accord? Il n'a que la composante Z. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que c'est moins, au lieu que ce soit une dérivée partielle, c'est juste, puisque ça ne dépend que de Z, eh bien, je vais dire que c'est la dérivée de V par rapport à Z. Autrement dit, dV, je vais pouvoir écrire que dV, c'est moins E dz. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. dV égale à moins E dz. E, eh bien, c'est l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire KQZ sur R2 plus Z2 à la puissance 3 demi. D'accord? Et je vais intégrer ça pour avoir l'expression de V. Donc, j'intègre cette expression. Alors, c'est une expression un petit peu compliquée, donc on va essayer de la simplifier en faisant un changement de variable. Donc, on va choisir comme nouvelle variable ici, je vous rappelle que la variable c'est Z. Je vais choisir une nouvelle variable que je vais écrire en fonction de l'ancienne variable. Donc, U égale à R carré plus Z carré. Ce que je veux, c'est faire disparaître ce terme-là et de pouvoir dire ici, à la place de ça, je vais mettre U à la puissance 3 demi. Parce que c'est plus facile d'intégrer des fonctions qui ont cette forme-là, U à la puissance N, c'est plus facile à intégrer. Donc, si je fais un changement de variable, je dois écrire la différentielle de la nouvelle variable. Alors, DU, c'est quoi? DU, c'est la différentielle de R carré. Or, R est une constante, donc c'est 0, plus la différentielle de Z carré, eh bien, c'est 2Z dz. D'accord? Je vous rappelle d'où ça vient. Puisque DU sur dz, je vous rappelle que U, c'est R2 plus Z2. Donc, si je dérive U par rapport à Z, ici, je vais avoir 2 fois Z. Conclusion, la différentielle des U, eh bien, c'est 2Z dz. D'accord? Donc, U, c'est R carré plus Z carré. DU, c'est 2Z dz. Eh bien, je vais remplacer maintenant
qu'est-ce que j'ai? Au dénominateur, eh bien, j'ai U à la puissance 3 demi. Et au numérateur, j'ai pas DU, j'ai DU sur 2. Donc, j'écris que V, c'est moins l'intégrale de KQ sur U à la puissance 3 demi, multiplié par DU sur 2. Alors, le plus simple, c'est de faire monter ça au numérateur. Donc, ça devient une puissance négative. Et ça s'intègre comme U à la puissance N. Son intégrale, c'est U à la puissance N plus 1 sur N plus 1. D'accord? Ici, N, c'est moins 3 demi. D'accord? Donc, plus 1, eh bien, ça va faire moins 1 demi divisé par moins 1 demi. C'est bon? Donc, moins KQ sur 2, à la place de cette intégrale, je mets U à la puissance moins 1 demi sur moins 1 demi. Le moins part avec celui-là. Le 1 demi part avec le 2. Et j'aurai KQ U à la puissance moins 1 demi, c'est-à-dire KQ U à la puissance 1 demi au dénominateur. Donc, KQ sur racine de R carré plus Z carré plus ma fameuse constante d'intégration et qui sera nulle si le potentiel est nul à l'infini. Donc, V égale à KQ sur racine de R carré plus Z carré. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, pourquoi le Z n'est pas constant? Mais si, il est constant. Ah d'accord. Parce que ce qu'on cherche ici, ça vient de la définition de cette relation entre le champ et le potentiel. C'est-à-dire que quand on a écrit nos 3 équations, ben, ça nous a mené à l'expression EZ égale à moins dV sur dZ. C'est-à-dire que pour calculer le potentiel, pour calculer une variation du potentiel, dV, et dV c'est quoi? C'est une variation de potentiel entre un point M d'accord, j'ai mon axe OZ comme ceci. Et je vais prendre un point M ici et un point M' tout proche, c'est-à-dire que ces 2 points sont séparés par une très petite distance dz, d'accord? Et ce que je cherche, mon dv, le dv dont il est question ici, c'est le potentiel au point M' moins le potentiel au point M. D'accord? Donc, l'écart qu'il va y avoir entre ces 2 points M et M', c'est la distance dz. Donc, ce que je veux savoir, une fois que j'ai calculé mon champ on a trouvé que c'était un champ qui dépendait de uniquement la coordonnée Z, d'accord? Voilà. Eh bien, la variation de potentiel qui est due à la présence de ce champ, quand je me déplace d'un point M à un point M', eh bien, c'est donné par dV égale à moins E dz. C'est-à-dire que si je me déplace sur l'axe Z d'un petit déplacement dz,
ça va faire apparaître une différence de potentiel dV. D'accord? Donc, la différence entre la différence de potentiel entre le point de départ et le point d'arrivée, eh bien, c'est cette variation dV qui peut s'écrire sous cette forme. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair. Je ne me rappelle pas qui a posé la question. D'accord, ok. Très bien. Ok. Voilà, donc vous voyez bien qu'on a retrouvé le même potentiel que quand on a fait le calcul direct, hein. Voilà le résultat par le calcul direct et voilà le résultat par la relation entre le champ et le potentiel. Alors, regardez bien cette expression. Ce qu'il y a au dénominateur est toujours positif. Donc, le potentiel sera positif si la charge est positive, partout, quel que soit Z, qu'on soit au-dessus ou en dessous de la spire. D'accord? Voici, voici ma spire. D'accord? Que vous soyez ici en un point M, tel que Z est positif, eh bien, vous aurez V qui sera positif. Si vous êtes en un point M où Z est négatif, puisque vous êtes du côté des Z négatifs, eh bien, vous avez le potentiel qui est positif aussi. Alors, à condition, attention, que la charge soit positive. Maintenant, si la charge est négative, tout est inversé. Vous aurez un potentiel négatif à la fois pour Z positif et pour Z négatif. Voilà. Donc, le potentiel, ben, pour résumer, il est du signe de la charge. Voilà, donc on va... non, c'est pas ça que je voulais. On revient à notre série d'exercices. Donc, on a traité l'exercice 5. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire le 8? Alors, oui, on a au moins le temps de commencer. Et je vous donnerai... alors, les exercices à traiter, c'était le 5 ou le 7. Alors, je vous donnerai la solution du 7 dans le PDF. D'accord? Vous regardez. De toute façon, les exercices qu'on ne traite pas en TD, je vous donne toujours la solution. Donc, vous regardez et si vous avez des difficultés, on en reparle la semaine prochaine. D'accord? Donc, je ne traite pas le 7, je vais faire le 8. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? Une tige isolante de longueur grand L porte une charge Q uniformément répartie en longueur. Alors, la densité linéique de charge est lambda. Si on vous dit que la charge... désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, si on vous dit que la charge est uniformément répartie en longueur, ça veut dire que la densité linéique de charge est constante. Premièrement, déterminer le champ électrique produit par cette tige au point P d'abscisse X. Étudier le cas où X est très grand devant L. Conclusion. Calculer le potentiel électrique au point M situé sur l'axe OY. OM égale Y et Y supérieur à L sur 2.
En déduire les deux composantes EX et EY du champ électrique au point M. Alors, on y va. Alors, voilà la solution de l'exercice 7. Hein, je vous enverrai ça. Alors, exercice 8, bah, c'est toujours pareil. Pour éviter d'avoir trois intégrales à calculer, eh bien, on va rechercher les symétries et essayer de deviner quelle est la direction du champ. Alors, on va prendre un élément de longueur dl. Et on va regarder le champ qu'il produit. Et ensuite, on se pose la question, est-ce que cet élément a un symétrique ou pas? Alors, par rapport à l'axe OX, eh bien, puisque la tige, elle est entre les deux coordonnées, moins L sur 2 et plus L sur 2, donc elle est centrée sur l'origine, eh bien, ça veut dire que quel que soit le petit morceau de fil dl, il va avoir un symétrique dl', qui va donner un champ qui aura une direction symétrique de celle de DE. Alors, la quantité de charge est la même, les distances sont les mêmes et les orientations sont symétriques. Donc, les deux champs DE et DE' sont symétriques. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si vous décomposez, eh bien, vous aurez DE qui aura une composante DEX et une composante DEY. DE'Y, je vais couper les micros hein, parce que j'ai un bruit dans mon... Alors, c'est quoi l'avantage quand on trouve une symétrie? Eh bien, l'avantage, c'est que vous avez vu tout à l'heure que pour avoir le champ total, eh bien, on fait la somme. Bon, alors, pour avoir le champ total, je vous rappelle que chaque petite longueur, donc chaque petite longueur dl va donner un champ chaque petite longueur dl va donner un champ DE, d'accord? Bon. Et donc, que le champ total, c'est la somme, donc ça sera une intégrale, de tous les DE. Mais on ne sait pas faire cette opération. On ne sait pas intégrer un vecteur. Par contre, on sait intégrer des quantités, des fonctions scalaires, c'est-à-dire qu'on va se ramener, on va dire que ça, c'est équivalent à trois équations. Donc, EX égale à la somme de toutes les composantes EX. C'est ce qu'on fait hein, quand on fait le calcul du champ qui est donné par une distribution de charges ponctuelles. Eh bien, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice, je ne sais plus lequel, le 4, je crois. Dans l'exercice 2, dans l'exercice 4, on a fait quoi? Ben, on a calculé, on a décomposé les... C'est plutôt dans l'exercice 2 qu'on a fait ça, dans l'exercice 1 aussi. Eh bien, on a décomposé chacun des champs et après, on a additionné les composantes suivant l'axe OX, les composantes suivant l'axe OY et s'il y en a des composantes suivant l'axe OZ. Donc, GEY, c'est la somme des DEY et EZ
qui est la somme de tous les DEZ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne connais pas la direction du champ, eh ben, j'aurai 3 intégrales à calculer. D'accord? Je dois écrire DEX ici, à partir de ce que je viens d'écrire, ben, j'écris ce que c'est que DEX. Donc, j'aurai DE égale à DEX, ça sera DE cosinus θ, DEY, ça sera DE sinus θ. Et puis après, eh ben, il faudra que j'intègre les DEX pour avoir EX, les DEY pour avoir EY. Donc, j'aurai ici, dans ce cas, 2 intégrales à calculer. Or, si je connais la direction du champ, si je sais que EY égale 0, eh ben, ça veut dire que je n'aurai que la composante EX. Je dirais que E, c'est uniquement EX et j'aurai une seule intégrale à calculer. Par contre, si je ne me suis pas soucié de savoir quelle est la direction du champ, eh ben, je ne saurai pas cette information-là, je vais l'ignorer et donc je vais devoir calculer EY égale la somme des deux EY. Est-ce que vous avez compris à quoi ça sert de chercher les éléments de symétrie? D'accord. Ok, de rien. Donc ici, on voit tout de suite, ça nous saute aux yeux que le champ total va être porté par l'axe OX. Alors, on s'intéresse uniquement à DEX. Alors, qu'est-ce que c'est que DEX? Alors, on regarde, je reprends juste mon élément DL et mon champ DE. DEX dans ce triangle rectangle, eh bien, c'est DE cosinus θ. Et DE, eh bien, c'est K lambda DL sur R carré. Alors, on regarde bien les éléments de cette expression. K lambda DL sur R carré cosinus θ. Où est la variable là-dedans? En fonction de quoi est-ce que je vais intégrer pour avoir EX qui est la somme de tous les DEX? Où est la variable ici? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si vous changez d'emplacement à DL, si je le mets quelque part ici, alors si je vais prendre une autre couleur, du bleu. Si je mets DL quelque part ici, d'accord? Voici mon DL, d'accord? Un autre DL. Qu'est-ce que je vais définir? Qu'est-ce que ça va impliquer? Oui, mais DL aussi et R aussi. Attendez. Alors, si je déplace mon DL, hein, mon nouveau DL est ici, d'accord? C'est ce que j'ai écrit ce que j'ai représenté en bleu. Eh bien, regardez bien, j'ai la distance, je vais l'appeler, je vais l'appeler DL', hein. Donc, ça va me donner une distance R', et ça va me donner un angle, si j'arrive à le représenter, cet angle-là, θ'. D'accord? Alors, vous me dites que la variable, c'est l'angle θ, mais c'est aussi la distance R. C'est aussi la longueur, le petit élément DL. Donc, les trois, vous voyez bien que les trois sont liés. J'ai L, R et θ qui sont
des variables liées entre elles. C'est-à-dire que chaque fois que je fais varier θ, eh bien R varie et l'emplacement de dl va changer. D'accord? Donc j'ai 3 variables qui sont entremêlées. Vous en bougez une, les 2 autres bougent aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout écrire. Alors en fonction d'une seule, alors le mieux, alors ici vous voyez que si vous regardez le reste du calcul, vous voyez que j'ai choisi de garder θ. Pourquoi? Eh bien parce que les fonctions trigonométriques sont toujours plus faciles à intégrer que des fonctions avec des racines de r carré plus x carré, etc. D'accord? Alors voilà. Je vais tout écrire en fonction de θ. Alors, je vais effacer pour qu'on puisse... Voilà. Alors, ce que j'ai appelé L, c'est cette distance-là. D'accord? Ça, c'est L. Je décale un peu pour que vous le voyez. Voilà, ça, c'est L. Alors, je vais l'écrire en fonction de θ et de la distance x. Alors, dans ce triangle rectangle, qu'est-ce qu'on a? On a L sur x qui est égal à la tangente de l'angle θ. Donc, je vais pouvoir écrire mon dl qui est une petite variation de cette grandeur L, de cette distance L. Eh bien, dl, ça va être... Alors, j'écris déjà que L, c'est x tangente θ. D'accord? Donc, dl, ça sera x différentielle de tangente θ. Or, la différentielle de tangente θ, c'est dθ sur cosinus carré θ. Alors, la dérivée de tangente θ par rapport à θ, c'est 1 sur, vous avez vu ça en trigonométrie, c'est 1 sur cosinus carré θ. Donc, la différentielle de tangente θ, c'est ce que j'ai écrit ici, la différentielle de tangente θ, vous faites passer le dθ ici, donc différentielle de tangente θ, c'est dθ sur cosinus carré θ. D'accord? Donc, j'ai juste remplacé la différentielle de tangente θ par dθ sur cosinus carré θ. D'un autre côté, dans mon expression de DEX, j'ai mon R carré. Il faut que j'arrive à l'écrire en fonction de l'angle θ. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai R dans ce triangle rectangle. R, c'est l'hypoténuse. X, c'est le côté adjacent. Donc, je vais dire que X, c'est R cosinus θ. Donc, ça me donne R en fonction du cosinus θ. R, ce sera X sur cosinus θ. Alors, je l'avais déjà écrit ici. Alors, j'ai mis dans la même couleur les expressions des éléments que j'ai remplacés. Donc, dl, on a dit que c'était x dθ sur cosinus carré θ. Donc, le voici. Ça, c'est dl. Le 1 sur r carré, eh bien, c'est cosinus carré θ sur x carré. Alors, vous voyez que j'ai le cosinus carré θ qui se simplifie. Alors, il me manque quelque chose. Alors, j'ai oublié... ah non, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est DE. Donc, DEX,
c'est K lambda, c'est ce qui me reste ici pour DE multiplié par cosinus θ. Et on va intégrer cette expression pour avoir la composante EX. On va intégrer cette fonction-là entre, alors, θ1, l'angle à travers lequel je vois cette extrémité, et θ2, l'angle à travers lequel je vais voir l'autre extrémité. D'accord? Donc, je calcule l'intégrale entre θ1 et θ2 de k lambda sur x cosinus θ dθ. L'intégrale de cosinus θ dθ, c'est sinus θ. Et je dois faire ça entre les deux bornes θ1 et θ2. Donc, c'est k lambda sur x. Sinus θ2 moins sinus θ1. Alors, je ne vais pas laisser ça comme ça. Il faut que j'écrive le résultat, non pas en fonction des angles θ1 et θ2, mais plutôt en fonction de x, de L, etc. Alors, qu'est-ce que je peux dire du sinus de θ2? Alors, le sinus de θ2, c'est ce côté sur celui-là. D'accord? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, ça sera L sur 2 divisé par racine de... Alors, cette distance-là, c'est la racine de ça au carré plus ça au carré. Donc, x carré plus L sur 2 au carré, c'est-à-dire... Ah, bon, alors, voilà, L2 sur 4, puisque c'est L sur 2 au carré. C'est bon? Donc, j'aurai sinus θ2 égale à L sur 2 sur racine de x2 plus L2 sur 4. Et sinus θ1, ce sera ce côté divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire moins L sur 2, donc ce côté moins L sur 2, divisé par racine de x2 plus L2 sur 4. Alors, quand vous faites la différence entre les deux, eh bien, au numérateur, vous allez avoir k lambda L, et au dénominateur, racine, alors vous avez x, on avait depuis cette étape-là, d'accord? Donc, x, facteur de racine de x2 plus L2 sur 4. Alors, lambda L, L étant la longueur totale de la tige et lambda, la quantité de charge par unité de longueur, eh bien, le produit lambda L, c'est la charge totale, c'est Q. Donc, j'ai KQ sur X, racine de X2 plus L2 sur 4. Alors, si X est très grand devant L, alors cette quantité-là va être très grande devant celle-là. Et je vais avoir le champ E qui sera égal à KQ sur X, racine de X carré, c'est-à-dire X. Donc, X multiplié par X, ça donnera X carré. Alors, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? C'est que tout se passe comme si, quand le point P se trouve à une distance X très grande devant la longueur de la tige, eh bien, tout se passe comme si la tige était une charge ponctuelle, puisque je trouve le résultat que j'aurais eu si c'était une charge ponctuelle au point E. Voilà. Alors, dernière question, le potentiel en un point M.
qui se trouve sur l'axe Y, d'accord? Donc à une distance petit r. Alors la distance ici entre la charge et le point, la voici. Ça, c'est la distance petit r. D'accord? Donc j'écris que ce petit bout de tige va me donner au point M un potentiel K dQ sur R, c'est-à-dire K lambda dL sur R. Alors, il faut que j'écrive R en fonction de Y. Alors, Y, c'est ça, d'accord? C'est l'ordonnée du point M. Et tout à l'heure, cette distance-là, je l'ai appelée L. D'accord? Donc, vous voyez bien que R plus L égale Y. Ça veut dire que R, c'est Y moins L. Donc, je peux écrire que dV, c'est K lambda dL sur Y moins L. Alors, le potentiel total, eh bien, ça sera la somme de tous les dV depuis petit l égale à moins L sur 2 jusqu'à petit l égale à plus L sur 2. Donc, j'ai intégré entre moins L sur 2 et L sur 2, dl sur Y moins L. Alors, on peut faire un petit changement de variable. On va dire que U, c'est Y moins L. La variable ici, c'est L. Hein. J'écris que U, c'est Y moins L. Donc, DU, si je cherche la différentielle de U, ce sera la différentielle de Y moins la différentielle de DL, la différentielle de L. Or, Y étant l'ordonnée du point M qui, lui, a été fixé, donc la différentielle de Y est égale à 0. Donc, DU, c'est moins DL. C'est juste la différentielle de moins L. Alors, avant de réécrire mon intégrale, eh bien, je vais réécrire les bornes en fonction de la nouvelle variable. Alors, si L, alors mes bornes, c'était, quand la variable c'était L, mes bornes c'était moins L sur 2 et plus L sur 2. Donc, je vais regarder ce que vaut U quand petit l est égal à moins L sur 2 et petit l égale à plus L sur 2. Donc, quand petit l est égal à moins L sur 2, eh bien, j'aurai U égale, je remplace ici par moins L sur 2, Y plus L sur 2. Et quand petit l est égal à L sur 2, je remplace ici, j'ai U égale Y moins L sur 2. Alors, je réécris donc mon intégrale. À la place de DU, je mets, à la place, pardon, de DL, je mets moins DU. Donc, voici le signe moins DU. À la place de Y moins L, je mets U au dénominateur. Et mes bornes de l'intégrale, c'est Y plus L sur 2, Y moins L sur 2. Alors, pour me débarrasser de ce signe moins, j'ai inversé les deux bornes de l'intégrale. L'intégrale de du sur U, c'est le logarithme de U. Donc, je vais avoir K lambda log de Y plus L sur 2 moins log de Y moins L sur 2. Et le log de Y plus L sur 2 moins log de Y moins L sur 2, ça s'écrit sous la forme d'un rapport. Alors, voilà, je vais écrire l'étape intermédiaire. Hein. Ici, j'écris que V, c'est K lambda. Alors, log de Y plus
L sur 2 moins log de Y moins L sur 2. Voilà. Et la différence entre ces deux logs, c'est le log du rapport Y plus L sur 2 sur Y moins L sur 2. C'est bon? Voilà. Alors, ensuite, on vous demande d'en déduire les deux composantes EX et EY du champ électrique au point M. Alors, en déduire les composantes, eh bien, on voit que V ne dépend que de la coordonnée Y. Eh bien, ça veut dire que quand on écrit notre relation entre le champ et le potentiel, je vous rappelle que E égale moins gradient de V, c'est équivalent à écrire que EX égale à moins dérivée partielle de V par rapport à X. EY égale à moins la dérivée partielle de V par rapport à Y. Ici, il n'y a pas de composante EZ, donc il n'y a que ces deux possibilités-là. Mais comme le potentiel ne dépend que de Y, eh bien, ça veut dire que EX est égal à 0. D'accord? Je vais écrire ce que c'était que EX, c'est moins dV sur dx. Et comme V ne dépend pas de X, eh bien ça implique que la dérivée partielle de V par rapport à X est égale à 0. Et si la dérivée partielle de V par rapport à X est égale à 0, eh bien ça implique que la composante EX, qui est justement moins la dérivée partielle de V par rapport à X, eh bien EX va être égal à 0. D'accord? Donc, rien qu'en regardant l'expression de V, on voit qu'elle ne dépend que de Y, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas de composante X, puisque V ne dépend pas de X, et j'aurai le champ E qui sera réduit à sa composante EY. Bon, tant pis. E, ce sera uniquement la composante EY et ça sera moins dV sur DY. Et puisque V ne dépend que de la coordonnée Y, eh bien c'est directement moins la dérivée de V par rapport à Y. Donc il faudra dériver cette expression pour avoir l'opposé de la composante EY du champ. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On finira ce calcul la semaine prochaine. Madame, Oui. madame. Oui, oui, je vous Madame, écoute. Madame, l'exercice 8. Oui, oui, on est dans l'exercice l'exercice 9, madame. Madame, L'exercice 9. l'exercice 9, حليتو la troisième question. Oui, bien sûr. سي بون خاطر انا كونيكسيون ما كانش عندي ما شفتكمش كيف Mais j'ai mis, vous regardez la vidéo et le PDF. Ils sont dans la classroom. Vous n'êtes pas dans la classroom?